Bon, personne n'a vu venir ce qui s'est passé. Ce qui est évident, c'est que même le chef de l'État a été surpris, selon ce que j'ai appris, a été surpris par l'ampleur de la menace qui pesait sur lui. C'est vrai que entre-temps, moi j'avais appris depuis au moins un an qu'il y a des frictions sérieuses entre Patrice Talon et Olivier Boucor. Et frictions qui se sont manifestées par la démission de Oswald Omeky il y a environ un an. Ensuite, il y a la démission déguisée, bien sûr, du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, ainsi que des départs et des départs au sein de la haute administration, c'est-à-dire des limogeages en douce, non seulement au sein de l'armée, mais aussi de l'administration publique. Donc, je savais qu'il y avait une crise très profonde, mais j'étais très loin de penser qu'on en arrêterait ce qui se passe actuellement. Je parle de surprise en termes de proximité. Vous voyez que Olivier Boucor, qu'on le veuille ou non, c'est le personnage le plus proche du chef de l'État et depuis longtemps, en tout cas depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il était dans l'antichambre du pouvoir. Donc, savoir qu'un tel personnage a pu mijoter un coup contre lui, ça relève de la surprise, bien sûr. Et effectivement, il n'est pas étranger à tout ce qui a été construit après, je parle de Patrice Talon, après juillet, puisque tout au moins on sait qu'en juillet, il y a eu ouverture de compte et tout ça. Donc, il a été informé par le chef de la garde républicaine. Donc, en termes d'organisation, je crois que c'est lui-même avec ses conseillers qui ont conduit l'opération jusqu'à là où ça s'est terminé. Mais en amont, on ne pouvait pas penser que Olivier Boucor ou Oswald Omeky pouvaient même imaginer la perspective d'un coup d'État. Surpris comment juste, tout le monde savait que le clash allait suivre. On a des déclarations, on a des actes. Olivier a rappelé des faits du annonciateur du clash. Désormais, tous ceux qui parleraient de Olivier Boucor ou d'éventuelles candidatures, et pas seulement Olivier Boucor, même d'autres candidatures, enfin, de l'après-pouvoir du Talon, tous ceux qui osaient en parler avaient des difficultés avec le président Talon. Lui-même, il était obligé de monter au créneau pour dire, bon, lui, il n'a pas vocation à favoriser ses proches pour venir au pouvoir. C'était une manière de dire clairement, je ne ferai pas le débat de ma succession. Et bon, donc tous ceux qui allaient continuer dans ce sens, ça va être ce qui en découlait. Donc, surpris, non. C'était clair que Talon était dans une posture de je pars ou je pars pas. Hein? Il dit, je n'ai besoin de personne pour assurer mes arrières. Vous avez entendu, c'était des déclarations de défi à son entourage qui s'adresse désormais même plus à ses opposants parce qu'il n'en hésite plus. Hein, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil, soit dans le maquis ou dans le pays, mais complètement déconnectés ou neutralisés. Donc désormais, les seuls interlocuteurs qu'il a, c'est ça, garde rapproché politique. Et il n'a cessé de leur envoyer des messages pour leur montrer que il a suivi ce qui s'est passé, parler avec Dayon, hein, et puis avec Zomaou qui a été envoyé très loin là-bas. Et donc, voilà, le chef d'État a annoncé déjà on savait qu'il y aurait clash. Mais maintenant, il ne sait même pas qui est suprême, Talon et Boucor. Les faits nous vont nous situer. Parce que si c'est pas avéré, et cette histoire de coup d'État là, certainement que ce sont les conjurés qui ont été surpris par ce qui lui arrive. Et que, bon, peut-être, Talon lui savait qu'il allait les neutraliser d'une manière ou d'une autre. Si tant est que c'était un montage. Ou que des gens ont profité de la situation. Vous savez, comme ça, quand on sait qu'il y a des brindilles dans l'air, il y a certains qui en profitent peut-être pour faire le feu. Hein? Soit pour éliminer des concurrents, soit pour se faire, comment on appelle-t-on, plus proche du chef.
Et oui, nous sommes dans la complotite qui est caractéristique de tout régime qui veut tout contrôler. Hein. Voilà, c'est le propre du totalitarisme, parce que vous ne pouvez pas réaliser le totalitarisme. Même en Corée du Nord, quand on vote, il y a toujours un ou deux fous qui votent contre le chef, quand bien même la consigne est claire qu'il faut que tout le monde s'aligne. Voilà, donc c'est le propre de tout système qui veut tout régenter. Il y a toujours des fissures, il y a toujours des fuites. Et c'est ce que peut-être Talon est en train de découvrir. J'ai très bien dit que s'il s'avérait que c'est pas un coup d'État et que c'est un montage, je me demande qui est surpris. Si c'est pas Olivier, pas Alatier, mais bien sûr, c'est pas Olivier Bokor. L'autre Olivier. Voilà, qui est surpris par les accusations qu'on porte contre lui. Parce que leur système de défense commence par apparaître progressivement, c'est non coupable. Hein? Ils n'ont pas dit oui, on veut faire un coup parce que non, ils sont pas dans ça. Ils sont en train de tout nier en bloc. S'ils nient en bloc, pourquoi moi je vais dire qu'ils sont coupables? Pour moi, cette histoire de coup d'État reste à démontrer. Puisque pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments. Le peu qui a été dit, le procureur spécial a dit que les enquêtes sont en cours. Certainement qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Je suppose que l'enquête ne progresse pas. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu pour nous livrer les nouveaux éléments qu'il a eu. Sinon, depuis lors, on est resté aux premières informations. Et jusque-là, on n'a pas eu de nouveaux éléments pour corroborer ce qui a été dit il y a quelques jours. Et puis, on a vu la posture désormais des avocats, c'est de moins dire sur le dossier, parce qu'ils ont l'impression eux-mêmes qu'on ne leur a pas opposé à beaucoup d'éléments à charge pour qu'ils puissent être là à les démontrer. Là, ils sont rentrés dans la procédure, ils parlent peu, ils disent oui, pour le moment, on n'est pas encore au fond du sujet, il faut que... Mais, je crois que j'ai entendu un avocat dire que le dossier est vide. Bien sûr, nous sommes dans un pays qui est habitué à ce type. Enfin, c'est pas seulement le pays, c'est notre continent, l'Afrique, où on fabrique des faux complots pour pouvoir éliminer les opposants. Nous sommes habitués à ça de la part des autocrates africains. Vous vous rappelez, au Togo, il y a des mains, père et fils. À Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny, ainsi de suite. Même sous notre général Sérékou, il y a eu des faux complots. Mais comme je l'ai déjà écrit par le passé dans les affaires Talon en 2012, 2013, 2014, vous savez, c'est souvent la justice montre quand même des preuves d'objectivité. Et il faut s'attendre. Moi, j'espère que cette fois aussi, il y aura de l'objectivité. Vous vous rappelez qu'en 2013, le juge Angelo Oussou avait, bien sûr, il y a eu des contorsions, mais à la fin, il a reconnu qu'il n'y avait pas eu début de tentative, mais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et à l'époque, moi, je disais déjà, j'avais écrit et dit partout que oui, il y a eu tentative d'empoisonnement, même s'il n'y a pas eu début, comment on appelait ça, début de commencement de l'exécution. Bon, plus tard, il y a eu un deuxième non-lieu selon la même procédure, à savoir qu'il n'y a pas eu début de commencement de la tentative de coup d'État. Donc, si les analyses diffèrent selon qu'on est dans le vocable de début de commencement, ou selon le droit français, il faut les laisser démarrer ou avant de penser que il y a eu réellement tentative. Mais qu'on le veut ou non, moi je pense qu'il y a eu quelque chose. En 2024, il y a quelque chose. C'est clair que Olivier Bokor et Oswald Omeki ont tenté quelque chose, même s'ils n'ont pas démarré. Ils avaient une intention. Et moi j'ai fait pas mal d'enquêtes là-dessus, même si la justice viendra nous dire s'il y a eu début de commencement ou si le commencement n'est pas. Vous rappelez très bien ce qui s'est passé dans le cas à Ivor, où pratiquement c'est les mêmes chefs d'accusation, c'est-à-dire attentat à la sûreté. Attentat à la sûreté de l'État. Voilà, et blanchiment de capitaux, bref.
Dans le cas Ivor, il n'y a même pas eu un début de commencement, si je puis dire, avant qu'on ait eu 10 ans de réclusion criminelle, vous voyez. Donc, dans ce cas aussi, on va voir si les juges vont avoir la même sévérité qu'avec Joël Ivor. Et s'ils ont réellement la même sévérité, moi, je serais loin de penser qu'il y a un complot de talent contre Boko Haram. Voilà. Moi, je serais vraiment loin de penser ça. D'autant d'ailleurs que actuellement, moi, j'ai mené quand même une petite enquête. Je suis quand même un peu introduit dans les milieux militaires. J'ai mené une petite enquête. Franchement, il y a eu quelque chose qui a été tenté. Même si on n'a pas démarré, il y a eu quelque chose qui a été tenté. Selon ce que moi j'ai appris, et pas des personnages assez proches quand même du colonel, m'ont affirmé qu'il y a eu quand même quelque chose et qu'ils étaient informés que quelque chose se tramait bien avant. Et donc, c'est le colonel même qui a, vous avez compris, tout le monde a compris qu'aujourd'hui il les a laissés, il les a conduits jusque devant le fait accompli. Donc, je me suis rendu compte tout simplement que les accusations de faux complot tombent à l'eau quand on essaie un peu de gratiner, d'aller en profondeur, voir au sein des militaires, de la hiérarchie militaire. Il a bien mené son coup et il a informé sa hiérarchie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en liberté, le colonel Théodore. Allez relire les faits constitutifs d'un empoisonnement. C'est une infraction particulière. C'est pas comme les meurtres ordinaires, où le début d'exécution, c'est pas, par exemple pour un meurtre, le fait d'aller même acheter une arme, d'aller repérer les lieux, tout ça, ça peut être considéré comme une tentative pour un meurtre classique ou pour isoler quelque part. Mais pour l'empoisonnement, c'est une infraction plus subtile. Si vous remontez, si on fait l'historique, l'empoisonnement, vous savez, c'est un crime d'aristocrates. C'est généralement dans les milieux riches, dans les milieux de pouvoir. Donc, on a comme l'impression que, comme ce sont les puissants qui s'adonnent généralement à ces infractions, on a essayé de les protéger au maximum. On vous dit par exemple que tant qu'on n'a pas administré le produit, on peut pas, et que c'est pas un fait extérieur qui est venu interrompre la commission de l'infraction, donc on n'est pas encore dans une tentative. Enfin, c'est pas les mêmes considérations. Et puis le juge Angelo l'a expliqué. Sinon, il y a que le produit existe, les comploteurs ils sont réunis, ils ont fait des déclarations, ils ont reconnu des faits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Mais si les enquêteurs étaient vraiment sûrs de leur fait, ils ne vont pas s'amuser à compromettre des pièces à conviction. D'abord, le procureur est venu avec du virtuel. Il a amené avec une capture d'écran pour parler d'un compte. Si vous voulez, on peut faire tout un débat sur cette histoire de compte. C'est ce volet. Voilà, on a parlé d'assurance qui a été souscrite, on a parlé de compte. Parce que si c'est un compte qui a été ouvert à cette hauteur-là, 105 millions, et que ce n'est pas l'intéressé lui-même qui allait ouvrir le compte, et que ce sont des tiers qui sont allés ouvrir un compte en son nom, alors qu'il est à l'extérieur, il n'est même pas citoyen ivoirien, ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Comment, dans une banque, on peut aller aussi facilement ouvrir des comptes et que l'argent peut circuler aussi facilement. Et déjà, on a eu la banque qui est remontée pour dire non, il n'y a rien eu de ce genre. Ça veut dire que cette pièce-là est déjà corrompue. Vous prenez le milliard et quelques, qui devait être un constat, comment on appelle-t-on, avec un procès verbal, où on devait, sur les lieux, faire le constat. D'abord, c'est sur les lieux. Si effectivement, l'officier dont on a parlé, Théo Aydre, était en mission, c'est sur les lieux qui devait décliner son rôle dans l'enquête. Et dès que ses collègues étaient venus, on n'allait pas l'arrêter comme les autres, parce qu'on a parlé d'arrestation au départ. Alors que normalement, c'est sur les lieux que dans un procès verbal, on constate que lui, il a collaboré avec ses confrères de la police, ou enfin de l'unité qui est venue faire les constatations. On fait les constatations, on appelle tous ceux qui devaient être là. D'abord, on vient faire une perquisition, enfin, on rentre dans un domicile à 1h du matin, ce qui n'était pas légal. C'est-à-dire, c'est une manière de corrompre la procédure. Donc, on ne peut pas être sûr, si on était vraiment sûr, qu'on a fait patienter depuis juillet et qu'on suivait, et que c'est vraiment un officier consciencieux, méticuleux, qui avait le souci
vraiment d'apporter des preuves intangibles, on n'allait pas faire une opération aussi regrettable, lamentable. Moi, j'ai un problème par rapport à ça. Quand on rentre chez les gens, en procédure pénale, tout le monde connaît l'heure légale pour aller faire une perquisition ou une arrestation à domicile. Hein? Et puis, lui, il était déjà à l'intérieur. La police était dehors. Ils étaient 1h du matin. S'ils ont attendu depuis juillet, pourquoi ne pas attendre à 6h du matin ou 7h, heure légale pour faire l'opération? Pour faire déjà les constatations sur place, établir les PV pour que demain, il n'y ait pas de contestation. Si c'était devant ceux qui étaient présents sur les lieux, qu'on avait fait les constats, qu'on avait fait les choses dans les règles de l'art, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur une piste et à la dernière minute, allez les compromettre vous-même. Ce sont les enquêteurs qui ont compromis les pièces à conviction qu'on nous montre aujourd'hui. Et tout est virtuel. Les billets de banque, c'est sur un diapo qu'on nous a montré ça. Ce n'est pas des billets en espèces qu'on a montré. Il n'était pas obligé, personne ne lui a demandé de montrer des preuves. Le procureur aurait pu se contenter de dire, bon, nous avons retrouvé de l'argent chez lui. D'autant plus que les avocats eux-mêmes reconnaissaient dès le départ qu'il y avait du numéraire, qu'on a découvert du numéraire. Enfin, ça c'est une parenthèse. Donc, aujourd'hui, même s'il y avait des trucs, quelque chose comme le soupçon Olivier, ce sont les enquêteurs même qui ont compromis les pièces à conviction. Je me demande comment ils vont convaincre la partie adverse que tout ce qu'on a monté là, comment on appelle ça, sont des pièces incontestables. Est-ce que la capture d'écran, déjà la capture d'écran, c'est même pas les accusés ou les prévenus qui ont contesté, c'est déjà la banque qui a contesté. Et puis maintenant, la présence. Mais vous savez très bien que les billets de banque sont des propriétés de la Banque centrale. Quand on retrouve autant de billets à un domicile, on doit prendre la traçabilité. Il est allé recueillir l'argent à quel endroit, quelle opération il a fait. Est-ce qu'il est allé braquer une banque pour prendre l'argent? Est-ce qu'il est allé dans un coffre-fort qu'il allait prendre? On doit pouvoir nous faire la traçabilité. Ou on ne peut pas me dire que c'est au domicile du ministre Oswald qu'on a fabriqué les billets. Il doit avoir une traçabilité. Je suppose qu'ils l'ont suivi. Et puis, vous avez dans cette zone-là, il y a c'est une zone où vous avez plusieurs personnalités. On peut retrouver des caméras de surveillance. Et comme je l'ai dit, il devait avoir un dispositif pour surveiller de façon permanente depuis juillet ce qu'on soupçonnait. On ne peut plus être en train maintenant de dire oui, est-ce qu'il y a quelque chose? On devait savoir avec précision ce qu'on a découvert depuis juillet à aujourd'hui. Et depuis que le procureur spécial est sorti, on dit oui, il y a des arrestations en vue, machin. Mais pour le moment, on n'en est qu'à 2 rigoureusement connus. Il dit tout aller pour qu'il y ait beaucoup de respect, il le fait. Il sait très bien aussi que ce n'est pas seulement les preuves qu'on nous a présentées qui sont actuellement aux mains du procureur. C'est sûr qu'il y a, et là je le sais aussi, qu'il y a pas mal d'éléments. Par exemple, en ce qui concerne les billets de banque, je sais que la procédure bancaire telle qu'a enchaîné, je veux dire, depuis le régime Talon, l'avènement du régime Talon, eh bien, quand vous commencez à retirer de l'argent dans les banques au Bénin, ici, à partir d'un certain seuil, même le ministre des Finances est informé. Et donc, il savait, Patrice Talon, je veux dire, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mobiliser les fonds. Les billets même qui ont été montrés devant la presse dernièrement, eh bien ces billets, on connaît leur provenance. Donc ne pensez pas que le procureur soit venu simplement exhiber des billets. Ils savent tous, je veux dire, d'où ça vient. Donc en même temps, oui, est-ce que les preuves n'ont pas été compromises? Écoutez, Louis-Philippe Ourléon a dit quelque chose il y a quelques jours concernant les tentatives d'empoisonnement de 2012-2013. Eh bien, il disait que même les poudres qui devaient empoisonner Yaïbouni à l'époque avaient fait l'objet d'expertise. Je ne suis pas sûr que les billets dont on nous parle est fait l'objet de ce type d'expertise actuellement. C'est pour ça qu'on peut dire que les preuves ont été composées, y compris même la voiture qui aurait été
utilisée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la police scientifique et technique qui ait été mise à contribution pour fouiller la scène de crime. Donc, à partir de là, les juges peuvent estimer que les preuves ont été compromises et, réduire les peines. Mais vous savez que nous sommes dans le régime de la rupture. En 2021, il y a eu moins que ça, largement moins que ça, pour qu'on colle 10 ans de prison au professeur Joël Aïvor. Il y a eu largement moins que ça pour qu'on colle 20 ans de prison à Ricky Amadougou pour acte de terrorisme. Donc, si on ne va pas dans la même direction, nous ne sommes pas en France. Les subtilités de la procédure peuvent être utilisées en France, par exemple, et faire libérer rapidement les prévenus. Mais nous sommes au Bénin, et surtout au Bénin de la rupture, dont on sait que, par exemple, à la Criette, depuis la création de la Criette, je n'ai pas souvenance que les réquisitions du ministère public n'aient pas été suivies, surtout dans des cas qui ont des relents politiques. Donc, je voudrais rester un peu réaliste pour dire que, les subtilités de la procédure pénale ne peuvent pas aujourd'hui prévaloir, d'autant que moi, j'ai l'impression que les conseils juridiques du chef de l'État ont été largement mis à contribution pour confondre les commanditaires. D'autant que si on les avait laissés, si on avait laissé un début de commencement de l'acte, vous n'êtes pas sans savoir que d'office, le colonel Tévois serait compromis. Si cela reviendrait à dire que lui-même il est complice, au plan du droit, c'est vite démontré. Mais nous ne sommes pas en France, nous sommes au Bénin et moi je ne peux même pas rêver un seul instant que cette procédure ne puisse pas aboutir à une condamnation. Les avocats peuvent bien sûr juger que l'intéressé, c'est-à-dire le colonel Tévois, est sciemment agi pour compromettre la procédure. Bon, mais comme je le dis, je le rappelle encore, il y a eu largement moins que ça pour qu'on condamne des gens. Il n'y a pas que Joël Aïvor, il n'y a pas eu que Ricky Amadougou, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres personnes qui ont été emprisonnées depuis lors. Bon, nous sommes en matière politique, et en matière politique, vous ne pouvez que faire on va faire de la supputation, n'est-ce pas? Mais là-dessus, je crois que le chef de l'État a laissé faire, ou bien a conduit sur la mauvaise piste, ou bien, je ne sais pas si on va parler de bonne piste, simplement parce que, à la fin, il y a des choses que je n'aimerais pas dire, mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il y avait des intentions beaucoup plus graves que ce qu'une simple prise de pouvoir. Donc, moi, selon mes informations, la justice peut démentir après. Vous savez, j'ai fait un travail sur les coups d'État qui a même été publié chez la Matin il y a quelques années, intitulé les coups d'État au Dahomey. Pour écrire cet ouvrage, j'étais allé rencontrer le président Zissou, à son âme au moment où il était encore en vie. Et je lui ai demandé, mais pour le coup d'État dont il a été victime, il m'a dit qu'il était informé, il savait qu'il y aurait coup d'État. Et je lui ai dit, mais pourquoi il n'a pas empêché? Il dit, écoute, à un moment donné, moi, j'étais fatigué de devoir lutter contre mes proches. Et tout ce que j'avais à faire, c'était de faire en sorte à ce qu'il ne le tue pas. Bon, ça, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Certains m'ont dit non, il dit pas toute la vérité. Il était peut-être entendu avec Kwandité à l'époque pour être descendu. Bon, bref, ça, c'était les supputations. Mais c'est difficile, dans un pays comme le Bénin, d'être surpris par un coup d'État. C'est vraiment difficile lorsqu'on est président de la République. Le chef de l'État a tellement de pouvoir, il a des services qui sont à son service. Beaucoup d'intérêt accroché à lui, à sa position, à son poste. Enfin, vous allez lui faire le coup d'État, mais vraiment, il faut qu'il soit vraiment con pour être surpris, pour tomber dans sa nasse. Donc, oui, il a probablement organisé
le piège pour que Oswald Demeki et Olivier Bokor tombent dans la nasse. Ce que moi je constate, c'est qu'il n'y a aucun élément. Il n'y en a pas. Prenez même le cas de Bokor. Lui n'était même pas sur les lieux de l'arrestation. Et attention, le narratif comment appelle-t-on, le narratif du procureur spécial par rapport à la chronologie des faits ne correspond pas à la narrative des avocats. Sur les avocats, Olivier Bokor a bel et bien été arrêté avant Oumeki, contrairement à ce que dit, comment appelle-t-on, le procureur spécial. Alors, comprenons-nous, comment ils ont su, ou bien ils veulent nous parler de l'affaire, ou ils n'en parlent pas. Ils font un blocus, mais pour le moment, pour les éléments, les faits, je dis mais les faits, pas les intentions, pas le mystère, pas les coulisses. Dans les faits, aujourd'hui, le dossier est vide.